temps de l'histoire. Tempus Historiae. Le roi lui-même doit être non pas soumis à l'homme, mais soumis à Dieu et à la loi, parce que c'est la loi qui fait le roi. Car il n'y a pas de roi là où l'arbitraire et non la loi domine. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission qui est consacrée à la légitimité du pouvoir au Moyen-Âge. Et cette petite citation de Henri de Bracton ne fait qu'aborder une des questions que se posent les nombreux légistes qui ont écrit sur cette thématique, notamment à partir du XIIe siècle, en l'occurrence lui c'était au XIIIe, puisque cette problématique de la légitimité est évidemment absolument cruciale. Au Moyen-Âge, le pouvoir émane de Dieu, ce qui peut se manifester à travers différents signes. L'onction, le sacre sont des moyens qui permettent de rendre le souverain incontestable a priori, mais il y en a d'autres. Et c'est sous le prisme de la loi et du sang que nous allons aborder cette question. Est-ce que le souverain est au-dessus de la loi? Est-ce qu'il est en dessous de la loi? Peut-on écarter un souverain qui est légitime parce qu'il est de sang royal? Ce sont vraiment des questions extrêmement classiques qui sont soulevées par les légistes médiévaux. Alors, nous allons essayer très modestement d'explorer ces deux axes, en nous abritant derrière les hautes silhouettes des rois thaumaturges et des deux corps du roi, Bloch et Kantorowicz, deux des ouvrages assez fondateurs sur ces questions. Ce sera une introduction à ces thématiques, puisqu'elles sont extrêmement larges, et on ne peut pas trop prétendre aborder l'ensemble de cette question en une seule petite émission. Je ne suis pas tout seul pour en parler, alors j'en parlerai tout à l'heure, puisque je suis moi-même doctorant en histoire médiévale et travaille sur une dynastie impériale en particulier, et je suis aussi avec un autre membre de l'association, puisque je suis avec Johan Soliren. Bonjour. Donc, merci Quentin pour cette jolie introduction. Donc, moi, je m'appelle Johan Soliren, je suis titulaire d'un master de recherche en histoire médiévale et professeur dans le secondaire. Et futur doctorant aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Effectivement, on va traiter de la légitimité par l'encre et par le sang au Moyen-Âge. Et je voudrais juste ajouter à ce que tu viens de dire, tu l'as esquissé déjà. Donc, tu as parlé de la légitimité par Dieu, sacre. Je rajouterai aussi, on le verra dans ma première communication, la légitimité par la loi, de telle sorte qu'on peut dire qu'à partir du XIIe, avec la redécouverte du droit romain, et avec les développements postérieurs, est légitime ce qui est aussi conforme au droit. Et ça me paraît essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Bien entendu. Et justement, le premier des deux fluides qui irrigue de légitimité le corps monarchique médiéval, le premier des deux fluides que nous allons analyser, ce sera justement l'encre. Puisque, bien entendu, l'homme médiéval, peut-être contrairement à certains clichés, est très procédurier, très attaché à la loi, et la monarchie ne fait pas exception en la matière. Et, si je ne me trompe pas, nous allons voir avec toi le cas de la loi salique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et nous en donner les origines, revenir sur les origines de cette loi salique? Oui, effectivement. Alors, la loi salique, c'est un gros dossier qui préoccupe les érudits depuis l'époque moderne au moins, et qui a été popularisé en France par les romans de Maurice Druon, sa fameuse série des Rois maudits. Et en particulier, un des tomes de cette série, paru en 57, qu'il a justement intitulé La loi des mâles. Et donc, Druon donnait force au mythe de la loi salique, qui, selon l'historiographie du temps, aurait été invoqué dès les origines de la guerre de Cent Ans par les rois de France pour légitimer leur succession. Alors on va voir que c'est un peu différent comment celle-ci a été mise en scène. Alors sur les origines de la loi salique, on peut déjà dire que elle passe pour être le plus ancien document juridique du peuple franc, mais que la date de sa rédaction fait débat. Déjà au XIXe siècle, l'historien allemand
si j'écorche le nom, on m'excusera, je suis pas germaniste, donc George Bates. Donc pour lui, cette loi avait été rédigée au milieu du 5e siècle, et si je ne dis pas de bêtises, non pas dans le cadre d'un royaume, mais plutôt afin de régler des différends locaux. Donc c'était une loi de portée locale, en tout cas régionale. Et cette vision germaniste donc a été revue dans les années 90 par le médiéviste français Jean-Pierre Pauly, qui lui a soutenu qu'il fallait remonter au milieu du IVe siècle, donc un siècle plus tôt, et que cette loi serait le résultat d'une entente entre les élites franques, donc mises au service de Rome, et les populations locales. Alors c'est pas une originalité. On connaît d'autres lois similaires à la loi salique, c'est ce qu'on assimile à une lex data, au lex data. Donc c'est des lois imposées au peuple par les officiers romains pour réglementer la vie, et en particulier la vie militaire. Et donc cet embryon législatif, qui pour Pauly est placé donc au milieu du IVe siècle, a été enrichi ensuite par les rois mérovingiens, en particulier par Childebert Ier, qui lui-même a attribué la genèse de cette loi à Clovis. Donc on voit qu'il y a une réécriture, enfin les origines sont que la loi salique est compliquée dès ses origines. Alors sur le contenu de cette loi, donc c'est un code, donc c'est assez touchant. Il est varié donc ce contenu et vise principalement à mettre fin à une pratique bien diffusée au sein de ce peuple, qui est la pratique de la fête, donc l'équivalent germanique de la vendetta italienne, donc la vengeance, un cycle de vengeance. Et comment? En mettant en tarifant chaque acte, en promettant des amendes en tout cas pour chaque acte, afin d'enrayer le cycle de la violence. Alors je peux citer par exemple, pour avoir un aperçu de la saveur de ce code, un article qui dit par exemple qu'à propos des homicides, nous avons ordonné qu'on observe ceci, que quiconque dans sa téméraire audace aura tué sans cause un autre, qu'il soit frappé au péril de sa vie, car il est juste que celui qui sait tuer apprenne à mourir. Donc on voit que la loi salique, là on est bien loin des préoccupations du XIVe siècle, et que c'est une loi pratique qui vise à pacifier ces francs un peu trop agités et un peu trop agressifs. Et donc elle va être enrichie jusqu'au 7e siècle, et elle est même appliquée encore durant l'époque carolingienne, et plus précisément jusqu'à Louis le Pieux, et puis ensuite elle est abandonnée. Et donc ce sera qu'au XIVe siècle que cette lex salica fera de nouveau parler d'elle, mais dans un contexte et à des fins bien différentes. Donc voilà pour les origines même de la loi salique. Comment dirais ça, son histoire jusqu'au temps carolingien. Alors je peux peut-être en venir maintenant au XIVe siècle directement. Donc cette loi salique connaît une longue éclipse, puisque donc à partir du 9e siècle et jusqu'au 13e, en réalité, elle tombe un peu dans l'oubli. Alors au 13e siècle, elle est mise à jour, elle est redécouverte en Italie, mais on pense que cette découverte ne franchit pas les Alpes et que les Français la méconnaissent. Et donc cette loi réapparaît donc dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Donc je rappelle les bornes 1338-1453, les bornes canoniques. Et on parle abusivement de réapparition de la loi salique. Il faudrait dire en fait réapparition d'un article de la loi salique, car c'est pas la loi salique dans son ensemble qui va préoccuper les juristes, les écrivains et les auteurs au service de la monarchie. C'est plus précisément un passage de la loi salique, et ce passage, donc le titre 62, article 6, qui va intéresser les juristes. Ce passage, donc je le cite, le passage original, donc à l'égard de la terre salique, aucune portion de l'hérédité ne sera recueillie par les femmes, mais l'hérédité tout entière sera dévolue au mâle. Donc en fait, c'est que ce passage qui va intéresser les juristes. Et tout le reste de la loi, ils vont
dégraisser la loi, dégraisser le mammouth législatif, et ils vont ne garder que ce petit passage qui va les intéresser. Mais on le voit, donc le passage concerne le principe d'évolution d'une terre, propriété, et en aucune manière celui d'un titre qui soit seigneurial, comtal et encore moins royal. Donc la loi salique prévoyait des règlements locaux, donc on imagine des terres en fait, des terres, des parcelles cultivables, cultivées. Voilà ce que visait ce passage de la loi salique. Et il a fallu donc un tour de force des juristes pour élargir ce passage, pour l'amplifier, toute forme de dévolution, de telle sorte que aucun titre cette fois-ci ne passe par les femmes. Et ce passage de l'ancienne loi mérovingienne va être remodelé pour contester la légitimité du roi d'Angleterre, en réalité. Donc la guerre de 100 ans, sans entrer dans les détails, les origines de la guerre de 100 ans sont complexes, et la question dynastique ou la question successorale est un des casus belli. Et donc, l'historiographie, comme on l'a vu avec Maurice Ruon, là, a longtemps cru que la loi avait été exhumée dès la mort de Louis X, donc en 1316. Ce Louis X laissait une fille, Jeanne, qui avait 4 ans, donc elle était mineure. Donc, sans fils, se posait la question de la succession à la couronne. Mais c'est Philippe V, son frère, qui va manœuvrer pour isoler Jeanne, donc sa nièce, et prendre sa place. Et pour apparaître légitime, l'historiographie, donc jusqu'au milieu des années 50, disait que il avait exhumé la loi salique. Bon, en fait, aucune source permet de justifier cette assertion qui a été construite à partir du XVe siècle. Philippe V va mettre en place des processus pour affirmer sa légitimité, mais pas en cherchant à se justifier grâce à la loi salique. Il va utiliser d'abord un procédé classique, c'est-à-dire qu'il va précipiter son sacre, donc il se rend rapidement à Reims, il fait d'ailleurs fermer les portes de la ville, donc il fait bien garder la ville, et il se fait sacrer, donc on est là dans une première forme de légitimation, la légitimation par le sacre, et à mon sens, ce qui apparaît comme une originalité et qui est plus nouveau, il réunit une assemblée à Paris, une assemblée de nobles, de prélats, et il y ajoute, et ça je pense que c'est ce qui est vraiment important pour notre propos, des docteurs de l'université de Paris. Et alors, que dit cette assemblée? Cette assemblée donc qui est censée légitimer Philippe V. Donc, de nouveau, elle ne convoque pas la loi salique, et elle va dire une chose, elle va dire que Philippe V doit succéder à son frère Louis X parce que il est le plus proche parent de Louis IX, de Saint Louis. Donc, 2 intermédiaires le séparent du roi saint. Tandis que Jeanne n'est parente avec Louis IX qu'à travers 3 degrés. Donc, il faut remonter 3 ancêtres. On voit que là, avec cette disposition, le principe de succession par les femmes n'est pas remis en cause. C'est pas parce que Jeanne est une femme qu'elle ne peut succéder, selon ses docteurs. C'est parce qu'elle est la plus éloignée de l'ancêtre Louis IX. On voit bien qu'au début du XIVe siècle, la succession par les femmes ne pose pas de problème. D'ailleurs, on peut prendre le cas de Mao d'Artois, en 1302, qui succède à son père sans problème, si, mais en tout cas, elle lui succède. Peut-être que je précise, le problème de succession par les femmes ne pose pas de problème s'il n'y a pas d'héritier mâle. Voilà, donc le pouvoir peut échoir à une femme s'il n'y a pas d'héritier mâle. De cette situation-là, la succession de Philippe V, le continuateur de la chronique de Guillaume de Nangis va tirer une conclusion assez claire. Il écrit donc dès 1317 qu'à partir de ce moment-là, il fut déclaré que femme ne succédait pas à la couronne de France. Donc on voit que le chroniqueur, là, déjà interprète ce qui est en train de se passer, donne un nouveau sens. Et ça, c'est ce qui est à l'origine du malentendu, on va dire. C'est que pour beaucoup de contemporains,
si Philippe succède à Charles X, c'est parce que les femmes ne peuvent pas succéder à leur père. On voit que déjà il y a une déformation qui est contemporaine. Le chroniqueur déduit ou résume la situation sans s'appuyer sur la loi salique. C'est juste une déduction un peu hâtive de ce qui se passe et peut-être à des fins dynastiques. Mais ce principe de succession va se retourner contre Philippe V, qui meurt à son tour en 1322, sans laisser de descendants masculins. Il est alors exclu au profit de son frère, Charles IV, qui procède de la même manière qu'avait procédé Philippe V en 1316 et 1317. Et de telle sorte que là, les faits commencent à définir le droit, et non pas l'inverse. Habituellement, c'est le droit qui est censé modeler ou guider les faits. Là, c'est l'inverse, c'est une forme de légitimité créée par les faits, c'est-à-dire l'exclusion des filles qui peu à peu semble apparaître comme le droit de succession valable de toute antiquité. Il n'en est rien, il est façonné ce principe. Il va jouer de nouveau, troisième fois, un tour à Charles IV, qui meurt sans fils en 1328, et puisque les femmes ne pouvaient prétendre, donc, disait-on, à la couronne, il fallait chercher les héritiers mâles les plus proches, et il se trouve qu'à ce moment-là, il y en a deux. Il y a le neveu du roi, Édouard III d'Angleterre, et il y a son cousin, Philippe de Valois. Alors là, ironie de l'histoire, un gros problème se pose. Si l'on suit les dispositions prises quelques années auparavant par Philippe V, c'est-à-dire la légitimité s'acquiert par la proximité avec le prédécesseur. Et bien si on suit ce principe, c'est Édouard III qui va succéder à Charles IV, puisque étant son neveu, il est le plus proche parent de Charles. Sauf que il est le plus proche parent de Charles, mais grâce à sa mère Isabelle. Donc la question va être de savoir est-ce que les femmes transmettent le pouvoir ou non à leurs descendants. La question n'est plus de savoir si les femmes peuvent recevoir un pouvoir, mais si elles peuvent le transmettre sans elles-mêmes avoir exercé ce pouvoir. Bon, la réponse pour les partisans du français va bien sûr être négative. Donc, une nouvelle fois, on exclut Édouard III au nom de ce principe créé, on va dire, élaboré de fraîche date, qui veut que les femmes ne fassent ni pont ni planche, c'est l'expression utilisée. Donc, elles ne transmettent pas le pouvoir à leurs descendants et elles ne peuvent l'exercer leur nom propre. Donc, on voit ici s'élaborer une nouvelle manière de concevoir la transmission, la légitimité plutôt, de la couronne. Et on va revenir à notre loi salique, enfin, qui va elle être une nouvelle arme juridique, mais qui va apparaître seulement au milieu du XIVe siècle, et sous la plume d'un moine de Saint-Denis, qui s'appelle Richard Lescaut, en 1358, dans une chronique, il dresse une généalogie des rois de France, et à la fin de cette généalogie, telle une pièce justificative, il insère une mention à la loi salique. Et là, voilà, on entre dans le vif du sujet. Donc, il insère une mention comme pour justifier le principe successoral en France depuis UKP. Richard Lescaut réinterprète le passé. Que dit-il? Tout simplement que si, depuis UKP, le pouvoir se transmet de père en fils, c'est au nom du respect de cette loi salique, donc est légitime, ce qui est conforme à la loi, donc le pouvoir des rois de France est légitime. Richard Lescaut pose les fondations de cette utilisation politique de la loi salique sans la rattacher directement au problème anglo-français pour le moment. Il reste dans des généralités, il pose des fondements, voilà comment se transmet et au nom de quoi se transmet la couronne en France. C'est surtout à Jean de Montreuil, donc Jean de Montreuil qui est considéré comme un des premiers humanistes parisiens, donc Jean de Montreuil qui meurt en 1418. Donc c'est à lui qu'on va devoir
le mythe littéraire de la loi salique dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Donc il publie en 411, il écrit un traité contre les Anglais, où là il utilise la loi salique pour prouver qu'en France, les femmes ne transmettent pas le pouvoir. Jean est malin, il utilise la loi salique, mais il va la déformer. Il va la déformer pour pouvoir présenter les rois anglais comme des rois illégitimes au trône de France. Comment il la déforme? Alors, il reprend ce passage que j'ai cité tout à l'heure, l'article 6, là, du titre 62, donc je le rappelle, qui disait qu'à l'égard de la terre salique, aucune portion de l'hérédité ne sera recueillie par les femmes. Donc ça, c'est le passage original. Et sous la plume de Montreuil, il devient « à l'égard du royaume, aucune portion de l'hérédité ne sera recueillie par les femmes ». Montreuil effectue une interpolation entre terre salique et royaume. Pourquoi il fait ça? Tout simplement pour faire dire à l'ancienne loi ce qu'elle ne disait pas. En aucune manière, la loi salique parle du royaume, in regno, dans le texte latin de Montreuil. Donc la loi salique parle de la terra salica, la terre salique. Et Montreuil efface terre salique, il la remplace par royaume. Montreuil fait ça tout simplement pour prouver que en France, les femmes ne transmettent pas le pouvoir dans le cadre du royaume. Je ne disais pas, je le rappelle, la loi salique. En 1464, on a là un autre auteur, Noël de Fribois, qui réutilise les textes de Montreuil. D'ailleurs, tous les auteurs du XIVe vont réutiliser Montreuil, et ce jusqu'au XVIe et puis au XVIIe siècle, ça devient la référence sur la loi salique. Donc Noël de Fribois, lui, va plus loin, en soutenant que la loi salique a été l'enjeu essentiel du débat sur la succession royale de 1328. Donc il lui donne cadre à cette loi salique, et il l'ancre dans la profondeur de l'histoire et dans des événements très précis. Alors, comment il l'ancre? Tout simplement, il invente un dialogue, en particulier un dialogue entre Philippe VI et Édouard III, donc un dialogue qui n'a jamais eu lieu, c'est une invention de Fribois. Les deux souverains se seraient entretenus au sujet de la loi salique. Et Philippe VI aurait convaincu Édouard III d'abandonner cette fonction première en invoquant cette loi. Et donc Édouard III, qui, selon Fribois, ne voulait pas paraître, du moins dans l'immédiat, un mauvais roi, se serait conformé à cette loi antique. Et donc, entre Montreuil et Fribois, on voit que la loi salique est tout à fait réinterprétée. Déjà, elle est déformée. Ensuite, elle est replacée dans le contexte de la guerre de Cent Ans, et même, elle est liée, selon eux, aux origines du conflit. Donc, elle vise à la fois à montrer que le pouvoir du roi anglais est illégitime, et que le pouvoir du roi français est lui légitime, puisque conforme au droit. Et donc, en fin de compte, et je terminerai par ça, la loi salique ne fut mentionnée qu'à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, d'abord avec le moine Richard Lescot, qui lui mentionne des grands principes, si on veut, la théorie, puis pour justifier successorale dans le royaume, donc avec les écrits de Montreuil et de Fribois. Les auteurs au service des rois de France n'hésitent pas à déformer la loi afin de contester, et c'est leur but, de contester la légitimité du roi anglais. Et pour la petite anecdote, pour terminer par ça, on a encore notre auteur, qui est connu par les médiévistes, qui s'appelle Jean Juvenal des Ursins, qui lui va à son tour évoquer au XVe siècle la loi salique. Et alors lui, sur son côté parano, il va dire que au XVe siècle, on se met à retrouver les manuscrits de la loi salique, de la loi originale. Donc on voit que il n'est jamais question du royaume. Donc ça pose un problème pour les théoriciens du pouvoir royal français. Et donc Jean Juvenal des Ursins va dire que c'est un complot, que les auteurs au service du roi d'Angleterre ont caché les manuscrits originaux et ont écrit des faux manuscrits où ils ont remplacé in regno par terra salica. Donc lui, Jean Juvenal, pense qu'il y a un complot anglais qui vise à réécrire la loi salique. En vérité, ce n'est pas un complot, mais si réécriture il y a, elle est bien du côté français et non pas du côté anglais. Voilà, une légitimité qui s'acquiert, qui se défend par l'encre, donc cette encre qui est mise au service du sang. Donc
on est là à la jonction de nos deux problématiques du jour. Vous oubliez la comtesse d'Artois et vous-même. Comtesse d'Artois. Une femme pour soutenir la couronne. Alors que vous-même, Philippe, vous-même ne tenez vos droits que de l'exclusion des femmes. Soutenir la couronne n'est point la cindre. Après avoir vu que de toute façon on ne sort jamais vraiment des complots, notamment quand ils sont fomentés par la perfide Albion. Alors effectivement, j'ai pour le coup m'intéressé à une période à peu près identique, hein. J'ai aussi parlé du 14e, 15e siècle, surtout du 14e, mais dans un contexte géographique différent, et on va voir qu'il y a quand même des petites différences. Donc là, il y a beaucoup de principes en histoire médiévale qui pourraient être évoqués, hein, la memoria, la fama, la notion de renommée, etc., qui vont dans cette idée que la légitimité, elle passe aussi par le sang. Et le sang, c'est quelque chose qui a une importance bien réelle, hein. On a l'idéal du sang clair, du sang noble, ce sont des choses qui reviennent très souvent dans les textes, dans les sources narratives. Cette idée que la vertu passe par le sang, d'où l'importance d'avoir des ancêtres qui sont prestigieux, voire si possible canonisés, hein. Tu évoquais le cas de Saint Louis, qui était un enjeu très fort visiblement pour les derniers des Capétiens directs, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve quand même très régulièrement. Donc, dans le cas des Luxembourg, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver aussi. Donc à la base, la dynastie de Luxembourg, c'est une toute petite dynastie comtale, pour laquelle il est très difficile de se prévaloir d'une légitimité, en tout cas au tout début de sa carrière impériale. Initialement, c'est une dynastie d'échelle purement locale. Mais on va voir que ça évolue très vite, et très souvent à travers une politique matrimoniale, puisque la légitimité, pour le coup, elle va très souvent passer par les femmes. La légitimité se transmet par la mère, très souvent. Par la mère et par le sang. On pourrait faire d'ailleurs des parallèles avec d'autres dynasties, hein. Je vais pas les développer, mais les Habsbourg sont à peu près dans la même situation, avec la fameuse devise « Tout Félix Austria nube », donc toi, heureuse Autriche, tu règnes par le mariage, même si on va voir aussi que les femmes, en définitive, occupent assez peu d'espace dans l'exercice du pouvoir, mais elles sont absolument essentielles dans sa transmission. Puisque les Luxembourg, en l'espace de 4 générations, donc en à peu près 130 ans, les Luxembourg deviennent une des dynasties qui compte parmi les plus prestigieuses d'Europe. Alors je vais passer très vite sur le cas d'Henri VII, qui est celui par lequel la dynastie prend son envol au tout début du XIVe. Il est élu roi des Romains en 1308. Celui qui va m'intéresser en premier lieu, ce sera Jean, son fils. Donc, Jean, qui est le fils d'Henri de Luxembourg. Jean qui est le premier à régner en tant que roi de Bohême. Alors la Bohême est alors dans une situation assez compliquée sur le plan politique, puisqu'elle est en pleine guerre civile. La dynastie nationale, entre guillemets, des Przemyslides, vient de s'éteindre. En 1305, Venceslas II meurt, et son fils, Venceslas III, meurt l'année suivante, en 1306, sans laisser d'héritier. Et très rapidement, des affrontements éclatent entre plusieurs dynasties. Nous avons Henri de Goërtz, donc de Carinthie, qui a épousé une des filles de Venceslas II. Alors aussitôt, les Habsbourg ont essayé de saisir l'occasion, et l'un d'entre eux a épousé la veuve de Venceslas II, et quand Henri VII devient empereur, il fait épouser à son fils, Jean, la dernière des filles disponibles de Venceslas II, et nous avons comme ça une petite guerre civile qui se joue entre tous ces prétendants. Alors le mariage entre Jean et Elisabeth Przemyslovna en 1310 permet au Luxembourg d'accéder à la couronne de Bohême. Sur le plan personnel, c'est un fiasco complet, hein. Les deux époux se détestent et passent leur temps à se livrer parfois des batailles rangées. Mais sur le plan politique, c'est un succès. Jean est assez mal accepté par les Tchèques, qui le voient comme un souverain très dispendieux, qui s'intéresse à la Bohême uniquement pour récupérer les impôts et aller les dépenser ailleurs dans des croisades ou dans des tournois.
à tel point que les chroniqueurs médiévaux de Bohême considéraient qu'il avait réussi une seule chose dans sa vie, c'était de mourir de manière glorieuse à Crécy. On retrouve un peu la France. Ce qui est intéressant, c'est que son fils, Charles IV, va lui bénéficier d'une sorte de double héritage. Il va toujours jouer un double jeu. En Bohême, il se légitime en se plaçant en héritier des Przemyslides, par sa mère. Et dans l'Empire, il va pouvoir se placer comme le petit-fils d'Henri VII, et il va même réussir à aller plus loin. Alors pour citer un petit extrait de la Vita Caroli, l'autobiographie de Charles IV, considérant alors que nous provenions de l'antique lignée des rois de Bohême, la communauté des preux hommes de Bohême nous prit en affection et nous offrit son aide. Et c'est vrai que par la suite, il associe toujours les armes de la Bohême et celles de l'Empire, et il essaie vraiment d'ancrer la dynastie en Europe centrale. Donc, il se présente toujours comme étant à demi Przemyslide et donc à demi tchèque. Il met toujours en valeur ses racines tchèques, il met en valeur le fait qu'il parle tchèque, etc., etc. Mais il joue aussi sur un autre tableau. Et ça se voit d'autant mieux que, par exemple, il fait construire un château qui s'appelle Karlstein, donc, on retrouve son nom d'ailleurs, qui est une sorte de centre du pouvoir royal et impérial, qu'il fait construire juste à côté de Prague, un petit peu à l'image de Vincennes en France. Là, il peut y abriter les reliques, c'est un très grand collectionneur de reliques, et il les abrite dans la chapelle de la Sainte-Croix, avec les joyaux de la couronne impériale. Et c'est vraiment tout un décorum à la gloire de la dynastie. Tout est fait pour mettre en scène la dynastie, il y a une sorte de galerie des ancêtres, on va y revenir, et vraiment, tout est fait pour mettre en lumière un double héritage. Parallèlement à ça, il mène aussi une politique matrimoniale extrêmement dynamique, et très vite, les Luxembourg se retrouvent alliés par le mariage aux Valois, aux Wittelsbach, donc à la dynastie bavaroise, aux Habsbourg, aux Anjou, qui règnent aussi en Hongrie à l'époque, et même jusqu'au roi d'Angleterre. Son fils, en revanche, Venceslas, son fils aîné, va devoir faire face à une situation très complexe, et il a justement subi une sorte de crise de légitimité dans son royaume et dans l'Empire. Alors évidemment, étant donné qu'il est vraiment en situation difficile, il va faire tout ce qu'il peut pour mobiliser les héritages constitués par Charles IV. Là, on a une source qui est assez intéressante, puisque on a un ambassadeur de Brabant, Edmond d'Inter, qui a été accueilli par Venceslas à plusieurs reprises, notamment en 1413, et qui a laissé un récit de ses voyages. Et il se trouve que Edmond d'Inter nous raconte que le roi Venceslas IV, un jour où justement il se présentait à lui, le prend par la main pour lui montrer à Karlstein une grande salle où sont peints les précieux portraits de tous les ducs de Brabant, jusque et y compris le duc Jean de Brabant IIIe du nom, portrait que l'empereur Charles son père avait fait peindre, et il lui dit que telle était sa généalogie, que lui-même descendait d'une souche troyenne, et particulièrement du saint-empereur Charlemagne et de l'illustre maison de Brabant, et que l'empereur Henri de Luxembourg, son arrière-grand-père, avait reçu en mariage la fille du premier duc Jean de Brabant, dont il avait eu son aïeul, Jean de Bohême, roi de Pologne. Alors bien sûr, c'est l'occasion pour lui de montrer les liens avec les patrons d'Edmond d'Inter, de l'ambassadeur, mais c'est aussi vraiment pour montrer toute la richesse de cette généalogie. C'est un procédé assez classique, et on a quand même pas mal d'exemples de galeries de cette sorte, une galerie de portraits, qui reprennent des lignées généalogiques un petit peu sur le modèle des généalogies bibliques. Ce qu'on voit aussi, c'est la volonté de mettre en avant l'héritage de Charlemagne, qui a été beaucoup mis en valeur par Charles IV, Charles IV qui a fait faire cette galerie au moment où il a fait construire Karlstein, Charles IV qui avait aussi offert par exemple un reliquaire en argent à Aix-la-Chapelle, et qui avait fait aussi faire un portrait de Charlemagne, qui a été disposé dans la chapelle de Sainte-Croix de Karlstein. Donc c'est une sorte de trésor du château, où il est représenté en Saint-Roi. C'est-à-dire que,
à travers la carte Charlemagne, les Luxembourg sont capables de montrer qu'ils ont un ancêtre qui est évidemment fondateur dans le cadre de l'Empire, mais qui est aussi un saint roi. On essaye un peu de copier le modèle français. Globalement, voilà, on a là l'idée générale du programme de Charles IV, qui est de se présenter à la fois comme un héritier des Pschénicides, par la mère, et de Charlemagne, à travers vraiment, là aussi, des recours aux femmes, puisque, on le voit, hein, c'est certes par son père Jean qu'il peut se rattacher à Charlemagne, mais c'est surtout grâce au mariage entre Henri VII et la Dame de Brabant. Donc ça permet vraiment de jouer sur les deux tableaux. Et en jouant comme ça, en faisant vraiment tout ce qu'ils peuvent pour à la fois rappeler leurs origines glorieuses, qui concrètement sont parfois un petit peu peut-être exagérées, et aussi en essayant d'obtenir des mariages avec toutes les grandes familles royales d'Europe, et bien, au final, cette dynastie des Luxembourg, qui n'avait pas grand-chose pour elle au tout début du XIVe, lorsqu'elle s'éteint avec Sigismond, le frère de Wenceslas, qui a récupéré le trône de Bohême et le trône impérial, lorsqu'il disparaît Sigismond, en définitive, c'est la dynastie à laquelle tout le monde essaie de se référer en Europe centrale. Alors, une petite source assez intéressante à cet égard, on a une lettre de Pie II. À l'époque, il n'est pas encore pape, il n'est pas encore Pie II, c'est Aeneas Silvio Piccolomini, qui travaille pour les Habsbourg, et qui écrit, en l'occurrence, à un chancelier de Hongrie, pour plaider la cause du fils du gendre de Sigismond. Donc là, on est sur quelqu'un qui travaille pour les Habsbourg, et qui, en définitive, va essayer de légitimer un parent de son mécène à travers les Luxembourg. Alors, il fait tout un portrait extrêmement élogieux de l'enfant, Ladislas le Posthume. Alors à l'époque, il a 2 ans, donc bon, c'est pas facile de dire qu'il est vraiment super grâce à ses qualités personnelles. Donc il va être vendu autrement. Et il s'adresse à lui ainsi. « Ô généreux enfant, qui donc te dédaigne comme roi, qui donc refuse de t'être subordonné, quelle sera leur noblesse pour que la tienne semble inférieure? Il n'est personne de par le monde entier qui surpasse l'éclat de ta race, personne qui t'égale. » Je saute quelques lignes, parce que ça dure assez longtemps. « Ta noblesse déplace tout propos. Ainsi, à supposer que je passe sous silence l'origine de la très noble maison d'Autriche, qui remonte aussi haut que jusqu'au Yoyi, il reste ton père, dont le règne honorait les Romains, les Hongrois ainsi que les Bohémiens, lui dont l'œuvre pour la protection de la foi et les accomplissements pour l'accroissement du nom des chrétiens sont bien connus de toute la terre. » Là, il parle des Habsbourg, mais immédiatement, ton grand-père aussi fut à la tête de ces royaumes, il inquiéta les Turcs dans de très nombreuses batailles, il dompta souvent les Scythes et fut la terreur de tous les infidèles. Il ramena vers l'union l'Église divisée par le schisme entre 3 papes en exercice par le concile de Constance, il amena à composition les Gaulois et les Anglais, ennemis irréconciliables, il pacifia l'Espagne, il entra 3 fois en Italie et souleva la couronne de César, lui dont le frère fut roi. Son père Charles IV et le grand-père de celui-ci Henri VII furent les Césars qui après Théodose régnèrent avec le plus de sagesse et de gloire, eux dont l'Allemagne et l'Italie supportèrent le pouvoir presque comme la colombe tremblante celui de l'aigle. Toi dont la longue lignée d'ancêtres gouverna la République romaine, que maintenant ton cousin Frédéric administre, ô enfant d'une race illustre, ô gloire. Où donc trouverait-on un sang plus illustre? Où donc une lignée aussi noble? Donc on voit bien que le sang est un facteur de légitimité extrêmement important. Et le cas des Luxembourg est assez intéressant pour montrer cette capacité à se bâtir toute une légitimité, notamment à travers le mariage et à travers la récupération d'héritages symboliques, quitte à parfois mentir un petit peu ou à exagérer de temps à autre. Donc, voilà pour moi l'aspect plus purement lié au sang de la légitimité au Moyen-Âge. Évidemment, on pourrait trouver d'autres exemples. Oui,
ce qui me frappe, c'est encore une fois, c'est le rôle des femmes. Dans ce que tu as dit et de ce que j'ai abordé avec la loi salique, c'est qu'en définitive, est-ce que le pouvoir, c'est pas une affaire de femmes? Après, concrètement, en termes d'exercice, côté Luxembourg, en tout cas, c'est assez faible aussi. Donc, Oui, en termes d'exercice, oui, mais est-ce que la légitimité, est-ce que c'est pas plutôt du côté féminin que la légitimité s'acquiert ou ne s'acquiert pas? Mais est-ce que la pierre angulaire de ça, c'est pas la femme? c'est vrai que, en tout cas, on ne peut pas remettre en cause la légitimité par la mère. Donc ça, c'est aussi un gros facteur qui, quand même, va un peu en ce sens. Ouais, c'est sûr. Et Bon, encore une fois, Charlemagne est partout, quoi. Charlemagne est toujours partout. Au Moyen-Âge, c'est quand même... c'est assez frappant, c'est vrai. Et parce que, justement, cette loi salique, là, dans le passage de Richard de Lescot que je mentionne dans la chronique là, du XIVe siècle, il précise bien dans sa généalogie que Charlemagne a respecté le principe de la loi salique. Évidemment. C'est et le aussi souverain son parfait. recours à Charlemagne. C'est vrai que Charlemagne et Constantin sont peut-être deux des modèles qui reviennent le plus souvent, et ensuite, à la fin du Moyen-Âge, Saint-Louis. Et oui, voilà, ouais. Ça Et bien fait- sûr, aussi, ce Richard Lescot mentionne Saint-Louis. Donc, c'est un pot pourri de légitimation. Ça peut être une belle forme de conclusion, une incitation à lire notre ami Lescaut, En latin. bien Pour les entendu. courageux. Bien entendu. Bon, bien, on peut peut-être, je vois que ça fait déjà un petit moment que nous le visons. Je crois que c'est toi qui devrais t'occuper de la prochaine émission. Je sais pas si tu veux en toucher deux mots pour Voilà, allécher alors le on peut faire l'annonce. Tout à donc, fait. qui sera diffusée fin février, si je dis pas de bêtises. Fin janvier, pardon. Oui, j'espère. Voilà, on va pas attendre si longtemps. Et qui sera une nouvelle fois consacrée au Moyen-Âge. C'est notre cadeau de Noël. Et plus précisément au rapport entre la fiction, le cinéma et l'histoire, donc le Moyen-Âge. Et nous recevrons les membres de l'association Saga, qui eux s'évertuent à réaliser, à écrire des scénarios pour des séries, pour des films, des scénarios historiques fondés sur l'histoire du Moyen-Âge. Il y a une bien belle De la annonce, réception. une bien belle annonce en guise de cadeau. Voilà. Très bien. Et bien à ce moment-là, je pense que nous pouvons clore cette émission en souhaitant à nos auditeurs évidemment une très bonne fin d'année, en espérant que celle-ci sera bien supérieure à tout ce que nous avons pu avoir ces derniers mois. Nous allons rester évidemment actifs les prochains mois, en espérant que d'ici un avenir peut-être pas tout à fait trop lointain, meilleur. nous serons en mesure de revenir à d'autres formes d'activité. Merci Johan en tout cas pour ta participation. Merci comme ça. Et donc à bientôt pour de nouvelles aventures, toujours sur les routes du Moyen-Âge.